Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouveau débat citoyen. Télétravail, téléenseignement, télémédecine, téléculture. Face à la pandémie, les alternatives numériques se sont développées ou étendues à de nombreux domaines, aboutissant parfois à des inventions bienvenues. Mais toutes nos activités sont-elles digitalisables? Le gain économique est-il au rendez-vous? Avec quels risques psychologiques? Pour évoquer ces questions, je vous présente nos invités en duplex depuis Paris. Cindy Féliot, psychologue du travail, vous êtes spécialiste de l'impact du digital sur la santé au travail. Vous avez mené plusieurs études récentes sur ce sujet en tant que chercheuse associée au laboratoire Médias, Information, Communication et Arts de l'Université Bordeaux-Montaigne. Avec nous à Poitiers, docteur Philippe Boutin, médecin généraliste dans cette commune. Depuis un an, votre cabinet propose des téléconsultations. Jonas Pasquet, président du SPN, c'est le réseau des professionnels du numérique en Poitou-Charentes et directeur associé de Kéréon Intelligence. Vous nous raconterez l'évolution des demandes du numérique et les transformations, les adaptations qu'elles engendrent. Et depuis son bureau d'Angoulême, Pierre Lungheretti, directeur général de la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image, évoquera par exemple les visites virtuelles et cours à distance proposés aux fans du 9e art. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation. Sentez-vous libre de débattre entre vous. Et puis vous, qui nous regardez depuis une télé, une tablette ou même un téléphone, vous êtes les bienvenus pour commenter ce débat via nos pages Facebook de France 3 Poitou-Charentes, France 3 Limousin ou France 3 Aquitaine ou depuis Twitter avec le hashtag Noah. Une première question rapide à chacun pour planter le décor. Dans quelle catégorie est-ce que vous placeriez le virtuel, miracle, mirage ou les deux? Cindy Féliot. Je dirais les deux. Les deux, Monsieur Boutin? Oui. Oui, bien sûr, les deux. Oui, tout à fait, les deux, c'est évident. Bon, maintenant, c'est un outil au service d'un certain nombre de professionnels, d'un certain nombre de cas. Ça ne peut pas être étendu à tout. Donc oui, miracle et mirage, oui. Monsieur Pasquier? Oui, de la même façon, oui, pour moi, c'est les deux, parce qu'il y a un équilibre à avoir entre l'humain et puis le numérique. Monsieur Lungheretti, miracle ou mirage? Moi, je dirais que c'est ni l'un ni l'autre. C'est, pour nous, en tout cas, c'est un outil. Je crois qu'il faut une approche la plus dépassionnée, la plus pragmatique du sujet, mais ça, on aura l'occasion d'en discuter plus en profondeur. Et effectivement, et on va commencer justement par un peu de positif. Ce confinement, ça a été l'occasion d'invention, invention entre guillemets. Nous allons voir comment le musée Sainte-Croix à Poitiers, par exemple, a contourné l'absence du public lors de la dernière nuit des musées en novembre dernier. Une nuit des musées au fond de son canapé. Les amateurs d'art n'ont pas le choix. S'ils veulent découvrir les collections, ils devront se connecter. Le musée Sainte-Croix à Poitiers participe à l'événement. Une continuité pour l'équipe du lieu qui alimente les réseaux sociaux depuis 2014 avec Facebook et Instagram. On essaye de capter le public, de lui montrer ce qu'on fait, nos missions, notre travail, nos œuvres. Et ça régulièrement. Et là, la nuit des musées, c'est un peu un focus. Habituellement, on publie 2-3 fois par semaine. Là, on publie beaucoup dans la journée, dans la soirée. Parmi les balades numériques proposées par le musée Sainte-Croix, une découverte de Poitiers grâce au jeu Minecraft. Les étudiants qui ont travaillé sur ce projet se sont inspirés d'un tableau de Nautré intitulé « Le siège de Poitiers » par l'amiral Gaspard de Coligny en 1569. Ce tableau il est assez emblématique de Poitiers. D'ailleurs, les Poitevines et les Poitevins ils sont assez attachés. Et en fait, ce travail, c'est intéressant parce que c'est aussi un partenariat avec l'université et donc des classes de l'IUT qui ont pu travailler à partir de ce tableau pour reconstituer une image de Poitiers en 1569. Donc effectivement, ça permet de faire un écho moderne à cette œuvre du XVIIe siècle. Les visiteurs du site peuvent aussi apprendre à connaître des œuvres de manière ludique. On a plein de petits puzzles. On a recréé nos collections découpées en petites pièces. On peut choisir le nombre de pièces et puis il y a un petit chrono qui se met en route dès que vous cliquez sur la première pièce. Et à la fin, quand vous avez résolu le puzzle, vous avez votre meilleur temps. Voilà. Alors, ça amuse les plus petits mais aussi les plus grands, je vous rassure. Et ce soir, à l'occasion de cette 16e nuit des musées, il sera possible de converser sur les collections de manière interactive. Et dans quelques jours débute une édition du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême assez inédite, 100% virtuelle. Le numérique, Monsieur Lungheretti, c'est un gilet de sauvetage pour la culture aujourd'hui? En tout cas, comme je le disais, c'est un outil précieux quand on ne peut pas faire de rencontres, quand on ne peut pas mobiliser les visiteurs dans l'espace physique. Ça permet en effet
de faire des propositions alternatives qui nous permettent d'atteindre les objectifs qu'on se fixe, c'est-à-dire partager des formes artistiques et culturelles, nous rassembler d'une autre manière autour de la célébration, en l'occurrence de la célébration de la bande dessinée en ce qui concerne le festival, et puis de maintenir ce lien, parce que je crois que c'est très important pour une institution culturelle, pour un festival, de maintenir un lien avec ses publics et effectivement de lui faire une proposition alternative quand le rassemblement dans l'espace physique n'est pas possible. Alors des alternatives, il y a des comédiens du Limousin qui ont revisité le cinéma américain avec des nouveaux dialogues. On va en revoir quelques images. En fait, une idée, c'est parti, la culture numérique, c'est ça un petit peu. Il y a cette notion de souplesse, Monsieur Pasquet. Effectivement, il y a une agilité à avoir et qui doit, tout à l'heure vous posiez la question, est-ce que ça concerne tous les secteurs d'activité? J'ai envie de dire oui, quelle que soit la taille, quel que soit le secteur d'activité. Et ce qui va compter, c'est l'agilité par rapport à cette culture du numérique. Parce que plus que des outils, c'est déjà un état d'esprit dans lequel il faut être pour appréhender les possibilités et les enjeux qu'on a devant nous, quoi. Madame Féliot, parmi les petites inventions qu'on a pu voir en ligne, il y a eu ces orchestres qui se sont filmés chacun de leur côté, ces musiciens qui se sont filmés chacun de leur côté pour rassembler après, se resynchroniser. Il y a aussi eu chez nous à Poitiers une compagnie qui a fait une marionnette géante et qui a fait faire des chorégraphies chacun chez soi aux gens. C'est une façon de reconstituer des collectifs. Ça permet de faire continuer à exister ces collectifs, ces initiatives? En tout cas, ça peut permettre de contrer cette distanciation physique et sociale qui a été donc mise en place par rapport à toutes les mesures barrières, et permettre en fait aussi de retrouver une certaine forme de rythme social, de loisirs, justement dans un temps contraint, confiné, où de multiples sphères donc intimes, parentales, familiales et professionnelles venaient s'interrelier. Dans le cas des témoignages que j'ai pu donc recueillir, beaucoup de personnes en fait ont participé à des cours de yoga en ligne, des choses comme ça aussi. On fait des visites virtuelles de musées. Et notamment, c'était des personnes qui avaient beaucoup de mal à se concentrer sur de la lecture, notamment, qui avaient besoin de stimulation extérieure, donc via un écran interposé, mais en tout cas, ça pouvait les satisfaire à un instant T, notamment dans le cadre du premier confinement qui a été donc vécu comme assez brutal. Monsieur Boutin, qu'est-ce que vous en pensez? Les écrans, c'est un nouveau lien. Je pense aux personnes âgées, par exemple, qui se sont retrouvées isolées et pour lesquelles ça a été important. Oui, mais on se retrouve là avec un gros problème de fracture numérique, puisqu'on a un problème de fracture numérique générationnel, un problème de fracture numérique au niveau du territoire. Donc ces deux problèmes-là sont vraiment... C'est vrai que vous avez totalement raison. Le numérique a permis de relier les gens, a permis d'écouter, a permis de maintenir les consultations avec une relative présence physique. Mais d'un autre côté, on a un vrai problème par rapport aux seniors qui ne maîtrisent pas complètement les techniques de l'information et les techniques du numérique. Et on a un vrai problème par rapport aux territoires qui ne sont pas tous couverts et qui ne nous permettent pas d'avoir le débit suffisant pour faire des consultations et de la visio. Donc c'est aussi deux problèmes qu'il faut impérativement résoudre. Quel premier retour est-ce que vous avez du public, Monsieur Lungheretti, sur vos initiatives ? Plutôt favorable, c'est-à-dire qu'on a, pendant les deux confinements notamment, et puis depuis ces deux confinements, on a des retours concrets très positifs. Mais je rebondis sur ce qui vient d'être dit. On est évidemment très attentif au risque d'écarts sociaux, de fractures que contient le numérique. Et c'est pour ça qu'on essaye de travailler aussi avec des acteurs, notamment avec des acteurs qui agissent dans le champ social, pour pouvoir atteindre des publics qui ne seraient pas suffisamment équipés ou qui pourraient être victimes de cette fracture numérique, et en essayant, et c'est pas simple, en essayant de trouver des solutions qui sont les moins génératrices d'inégalités. Par exemple, à quoi vous pensez ? Par exemple, quand on est jumelé avec un centre social qui peut accueillir des séances collectives comment dirais-je, de partage d'écran, et donc on travaille avec ces acteurs qui sont en lien permanent avec des publics qui ne disposent pas d'équipements informatiques et numériques chez eux. C'est dans cette direction qu'on essaie de faire le maximum d'efforts, de manière à ce que ce qu'on propose puisse atteindre le maximum des populations qu'on veut toucher. Et vous êtes inscrit aussi sur TikTok, ça c'est le réseau un peu plus jeune.
Oui, alors le choix qu'on a fait d'être partenaire avec le réseau social TikTok, donc qui est le réseau social qui a le plus progressé en 2020 et notamment chez les moins de 25 ans, c'est là encore notre philosophie, c'est d'être des acteurs aussi de cette transformation numérique et de ne pas la subir. C'est de faire des propositions qui sont en cohérence avec les valeurs qu'on souhaite défendre, qui sont des valeurs de valorisation du pluralisme artistique et esthétique, qui sont également des valeurs de défense d'exigence esthétique et de valorisation des démarches artistiques singulières les plus innovantes. Donc avec TikTok, c'est ce qu'on essaye de proposer. Donc on a fait j'ai fait allusion une visite en live sur le réseau social TikTok le 14 décembre dernier, qui nous a permis de proposer un éventail assez large des expositions qu'on avait au moment où ce live s'est réalisé, puisque ces expositions ont été démontées depuis, et de permettre de garder ce lien avec nos publics pour des expositions que malheureusement on n'a pas pu rouvrir du fait du deuxième confinement et de la situation qu'on a vécue ces dernières semaines. Donc ça a été pour nous un outil précieux, à la fois pour toucher un public de moins de 25 ans, et puis pour permettre à ces expositions qu'on n'a pas pu rouvrir à cause du deuxième confinement de trouver un maximum de public dans ces derniers jours d'exploitation et avant leur démontage. Monsieur Pasquier, c'est ça aussi la clé entre guillemets du numérique, de pouvoir aller chercher des publics précis et de récolter des avis de consommateurs. Ça aussi, ça compte? Alors, c'est vrai que le numérique a énormément changé les usages. Si on parle d'un sujet comme le commerce, aujourd'hui, les comportements ont complètement changé. On a des consommateurs qui sont super connectés. Ça peut être des tablettes, des ordinateurs, des montres. Il y a les objets connectés qui arrivent aussi. Et les utilisateurs les utilisateurs d'Internet ont besoin d'échanger, malgré que ce soit le numérique. Ils ont besoin d'échanges, de transparence et d'interaction. Et donc tous ces usages évoluent avec l'évolution des technologies. Et on va lire les avis avant d'acheter quoi que ce soit en ligne. Oui. Ça aussi, c'est une tendance importante. Allez, avant de poursuivre nos échanges, on va faire un gros plan à présent sur le télétravail. Une mutuelle niortaise a misé sur cette organisation. Regardez. Feu de cheminée et chat de compagnie. Un décor plutôt insolite pour une téléconseillère de la Maïf. Voilà, donc c'est mon nouveau bureau depuis lequel j'accueille maintenant les sociétaires de la Maïf quand ils ont un sinistre à nous déclarer. Si c'est un oubli, Rapidement, des coups de fil de sociétaires interrompent la visite. Par contre, c'est votre fils donc, qui habite à Lyon, c'est ça? Et les clés sont restées à l'intérieur du logement. En télétravail, depuis le second confinement, Anaïs a fini par trouver ses marques et elle enchaîne les appels. Je vois que j'en traite plus par jour. Et je pense que c'est justement parce que j'arrive à vraiment me concentrer plus longtemps sur mon travail et je suis moins tentée par les discussions de couloir avec les collègues. C'est des moments très agréables, mais quand on les a pas, du coup, on se rend compte qu'on est plus productif. Ses pauses aujourd'hui, un thé, toute seule, devant sa cheminée. Il n'y a pas d'ennui? Non, ça va. Mais quand on est amené à retourner sur site, de temps en temps, ça fait du bien d'être accompagné par des collègues quand même. Comme Anaïs, 85% des salariés de la Maïf sont aujourd'hui en télétravail. Au siège social de la mutuelle niortaise, les immenses locaux sonnent creux. Seuls quelques salariés sont encore sur place, comme la directrice des ressources humaines. On peut être jusqu'à plus de 2500 personnes et aujourd'hui, il y a quasiment personne. Et ça fait bizarre de se retrouver dans un environnement vide finalement sans ses salariés. Le télétravail, un choix de la direction du groupe dès les premiers jours de la pandémie. Oui, ça s'est imposé à nous comme une évidence. Dès le premier confinement, on s'est mis en ordre de marche pour pouvoir finalement livrer des PC à l'ensemble de nos salariés. Et à l'issue de la première période de confinement, on avait déjà équipé plus de 4500 personnes. Aux managers ensuite de gérer leurs équipes en visioconférence
Ici, c'est le service d'Anaïs. Et selon sa chef d'équipe, ce fonctionnement n'impacte pas leurs résultats. Les chiffres restent très bons parce que les circonstances font qu'il y a moins d'accidents auto, un peu moins en habitation. Donc pour nous, aujourd'hui, le travail en termes de quantité est très confortable. Ça nous permet justement de travailler sur d'autres points un peu plus techniques. Je vous souhaite une bonne continuation. Face à cette révolution de fonctionnement, la mutuelle assure aussi un suivi de l'état de santé de ses salariés. Les 2 infirmières du groupe viennent par exemple de prescrire un nouveau fauteuil à une télétravailleuse en souffrance. Est-ce qu'il reste un petit peu des douleurs au niveau de la jambe, au niveau du dos comment vous vous sentez? L'occasion aussi de faire un suivi psychologique. Souvent, au moment de l'entretien, ils nous font part aussi de la difficulté ressentie par rapport à l'éloignement des collègues, de la difficulté sociale et économique que ça procure, de l'anxiété qu'ils ressentent pendant le confinement. Une frontière, vie privée et vie professionnelle menacée, c'est l'inquiétude de tous les syndicats français. Je viens d'avoir une collègue là, qui ne vit pas très bien la situation de travail à domicile. Ceux de la Maïf ont signé l'avenant télétravail. Dans cette mutuelle, désormais, tous les salariés y ont accès. Une nouvelle manière de travailler qu'il faut baliser. Les gens commencent à se demander s'ils travaillent à la maison ou s'ils dorment au bureau. C'est vraiment une image qui globalise la situation que l'on vit aujourd'hui. Certains collègues ont du mal à couper par rapport à leur vie privée, à déconnecter la vie privée et la vie professionnelle. Donc attention, il pourrait y avoir un danger si on n'arrive pas à trouver le bon curseur. Retour chez Anaïs. Elle vient de récupérer sa fille de 3 ans. Elle a trouvé sans problème cet équilibre. Et le temps gagné sur ses trajets grâce au télétravail, près d'1h30 par jour, elle aura bien du mal à s'en passer. J'aimerais bien en effet pouvoir continuer quelques jours par semaine à travailler de chez moi, oui. Ça permet le temps justement qu'on ne passe pas sur la route. On peut le passer avec nos enfants, la famille, et on prend le temps de faire des choses qu'on ne fait pas d'habitude. Il y aura donc bien un avant et un après Covid-19 pour les 7700 salariés de cette mutuelle. Des leçons seront tirées de ce test grandeur nature de télétravail, avec par exemple une vraie alternance entre présence sur site et domicile. Cindy Féliot, qu'avez-vous observé les entreprises ou les institutions qui semblaient presque allergiques à ce modèle-là? Est-ce qu'elles mesurent aujourd'hui leur intérêt? Oui, alors c'est vrai qu'au sortir de cette année 2020, qui fut une période inédite de mise en place du télétravail de manière massive et non anticipée, eh bien, la vision du télétravail a quelque peu été modifiée. Cela fait à peu près une dizaine d'années que le télétravail est porté par les travailleurs comme une modalité de faire travail qui se révélerait salvatrice sur plusieurs dimensions, sur l'optimisation des temps de trajet, l'augmentation de l'autonomie et l'augmentation de la liberté, notamment en lien avec l'équilibre des sphères de vie. Sauf que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le télétravail confiné n'est pas une modalité de télétravail propre inscrit dans un contrat de travail avec un avenant, c'est-à-dire une forme de télétravail qui a été anticipée par l'organisation du travail, où les activités sont coordonnées et un management est mis en place. Donc ce qu'on a pu observer, c'est que bien entendu, les entreprises françaises sont d'abord plutôt réticentes au télétravail parce qu'il y a une forte culture du présentéisme, voir physiquement les salariés travailler rassure quelque part le management et la direction. Aussi dans la fonction publique, où seuls 6% des agents de la fonction publique pratiquaient le télétravail dans leur quotidien. Là, même si cette fonction est peu coutumière du télétravail, là finalement, avec les modalités de télétravail confiné, dégradé et non anticipé, eh bien, les travailleurs ont pu montrer que c'était possible. Et c'est grâce à justement l'appropriation de leur travail avec les outils digitaux à domicile, ils ont pu, au cœur de leur subjectivité et l'autodiscipline, ils ont pu continuer à faire fonctionner des organisations du travail et des institutions. Monsieur Boutin, que vous disent vos patients là-dessus? Ils s'y retrouvent? Alors, je pense qu'ils s'y retrouvent actuellement. Mais le problème, c'est qu'il y a eu une souplesse qui a été instaurée depuis le mois de mars, une souplesse dans le travail, une souplesse dans
tout a été réinventé. Et même nous, au niveau de notre profession, on a réinventé d'une manière hebdomadaire tout notre système de fonctionnement. Et il ne faudrait pas remettre de la rigidité dans un outil qui permet d'avoir de la souplesse, me semble-t-il. C'est ça qui est important. On a découvert plein de choses, on s'est adapté. Il ne faut pas en tirer un mode rigide dans le futur. Je crois qu'il faut garder cette souplesse. C'est ça qui nous a permis de nous adapter. C'est ça qui a caractérisé ces derniers mois. Donc je pense qu'il faut le garder. Madame Feillot, vous y ajoutez quelque chose ? Oui, alors je suis complètement d'accord avec cette idée de souplesse dans les usages. En l'occurrence, il y a un vecteur particulièrement pathogène que l'on peut retenir de cette période de télétravail confiné, c'est que les travailleurs n'étaient pas tous équipés en technologie de manière pertinente pour réaliser et mener à bien leurs activités de travail. Ils n'avaient pas forcément de lieux dédiés, d'espaces dédiés dans leur domicile. Ils n'avaient pas donc toutes les modalités pour continuer à mener à bien leur activité professionnelle. Et ils ont dû donc faire preuve d'une grande autodiscipline avec une charge mentale parfois très forte et un surinvestissement. Donc il s'agit surtout aujourd'hui de soigner le travail en télétravail, mais aussi soigner les télétravailleurs plutôt que d'ajouter de la rigidité et du management. Monsieur Pasquet. Oui, en ça, la crise qu'on connaît a vraiment accéléré cette transformation des usages vers le numérique. C'est-à-dire qu'il y avait... alors déjà, il y avait toute une frange d'entreprises qui étaient prêtes avec ce nouveau modèle, et puis d'autres qui ont dû apprendre à travailler à distance. Alors vous parliez de l'équipement informatique, alors ça va de l'ordinateur à la connexion Internet, les logiciels pour travailler avec les uns et les autres, les problématiques de management qui n'allaient pas de soi aussi dans les entreprises, et puis après peuvent se décliner encore d'autres soucis, le débit, la sécurité informatique, enfin bon, c'est assez complexe d'aborder ça. Donc, les études ont montré que pendant cette crise, les entreprises qui sont restées ouvertes, près de 70%, ont mis en œuvre des projets de transformation numérique, et en ça a vraiment accéléré les choses. Au niveau du SPN, on a essayé d'accompagner cette tendance en mettant en ligne des webinaires, des petites vidéos sur YouTube, pour aider les entreprises qui ne sont pas forcément acculturées aux possibilités, à ces différents chantiers, parce qu'ils sont multiples. Oui, les conseils, il y a besoin de conseils. Monsieur Lungheretti, comment ça s'est passé pour vous à la Cité de la BD, ce passage en télétravail ? Brutal, forcément ? Ça a été brutal, mais je dois dire que ça a été extrêmement enthousiasmant, parce qu'il y a eu une très forte cohésion des équipes et une très forte mobilisation, ce que j'ai d'ailleurs constaté avec beaucoup de mes confrères dans le monde culturel, parce que nous étions tous très soucieux de pouvoir maintenir ce lien avec nos publics, et on s'est vraiment concentré dans une situation de télétravail, on s'est vraiment concentré sur cet effort de créativité, d'inventivité, pour essayer de maintenir ce lien avec nos publics, pour essayer, comme je le disais tout à l'heure, de surmonter avec nos partenaires, avec le centre d'action, le centre Aînés Jeunes de BLR Grand Fond, avec lequel on est jumelé, pour maintenir ce lien avec des populations qui ne sont pas forcément connectées, mais avec lequel notre partenaire fait des efforts pour surmonter ces difficultés, ces risques de fracture numérique. Donc ça a suscité au sein de l'équipe de la Cité une volonté de ne pas se laisser abattre et de ne pas subir la crise sanitaire, et d'essayer d'être dans une inventivité maximale. Madame Feillot, vous l'avez constaté, ça aussi, auprès des salariés que vous avez interrogés, cette envie de bien faire, cette espèce d'aventure un peu à la maison ? Oui, complètement. Avec tout un passage, une première période d'essai-erreur pour réinventer sa manière de réaliser son métier, ses activités de travail dans un autre cadre. Un parcours d'essai-erreur qui parfois était aussi contraignant, avec l'implication des différentes sphères de vie, des activités familiales aussi à réaliser. Mais oui, j'allais dire, il fallait s'insérer avec les enfants éventuels, et puis avec le couple aussi parfois. On découvre son conjoint en posture de travail, c'était pas forcément évident pour tout le monde. Voilà, exactement. Avec des conciliations à faire, des réunions de famille ou de couple pour réorganiser les choses. Et je dirais, au bout de 2-3 semaines, un nouveau rythme a pu se mettre en place, ou alors un véritable délitement où chacun était de son côté.
Et puis la difficulté aussi, des fois, tout simplement, de trouver une place pour cet ordinateur et de se tenir à peu près droit. Monsieur Boutin, vous avez eu ces petits soucis? Je me tiens droit, j'ai une crampe dans le dos, j'ai un problème. Oui, tout à fait. Moi, je voudrais revenir sur quelque chose qui qui m'étonne toujours. En fait, cette mise en place du numérique dans notre profession a été un moyen de contacter les gens qui sont juste à côté de nous. Et en tant que président de l'EANA, donc qui regroupe les médecins libéraux européens, on ne parle pas, on ne dialogue pas avec les pays de l'Europe. On ne dialogue pas autour du patient avec les autres médecins. Parce qu'il n'y a pas le contenu nécessaire, en particulier au dossier médical partagé, européen. Il n'y a pas l'outil nécessaire pour pouvoir avoir ce dialogue transversal entre les États. Et on peut... Je viens de faire une conférence, une visio avec Villejuif. On peut le faire sur Villejuif, on peut le faire sur le CHU, on peut le faire entre professionnels locaux, mais on ne va pas le faire avec la Belgique, on ne va pas le faire avec... Alors qu'il y a des choses à apprendre. Alors qu'il y a plein de choses à faire et plein de suivi de patients à faire au travers de l'Europe. Donc je crois qu'il faut quand même... Il faudra... Dans un deuxième temps, se donner les moyens d'avoir ces outils numériques pour avoir cette transversalité européenne. En parlant d'outils numériques, vous avez équipé votre cabinet récemment en téléconsultation. C'était une demande de la patientèle, des médecins? Comment est-ce que c'est venu, ça? Bien sûr, c'était une demande. Mais on l'a fait on l'a fait avant la crise. On l'a fait pas longtemps avant la crise, 3-4 mois avant la crise, parce qu'effectivement, c'était un moyen d'avoir du lien avec des gens des patients qui partaient au loin et qui n'avaient pas de médecin traitant sur place. Il y avait une demande. Pas énorme, mais il y avait une demande. Donc on avait fait ce choix au mois de décembre, novembre 2019. Et enfin, c'est tombé d'une manière extraordinairement bien, puisque en mars, donc, alors que ça démarrait très très mollement, il y a eu cet appel d'air qui a fait que, à la fois sur le plan des pouvoirs publics, des institutions qui ont facilité donc cette visio, cette téléconsultation, à la fois il y avait la demande et donc ça correspondait à un besoin. Et les retours sont bons? Qu'est-ce qu'ils vous en disent? Les retours sont bons, bien sûr qu'ils sont bons. Ils sont bons quand on reste dans un cadre adapté à la téléconsultation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout faire en téléconsultation, mais tout ce qui est administratif, dans la Covid... Un renouvellement d'ordonnance, quelque chose comme ça? Renouvellement d'ordonnance, c'est déjà limite, parce qu'il faut quand même aussi, à un moment, examiner les patients. Mais tout ce qui est administratif, tout ce qui est suivi de Covid, tout ce qui est... voilà, c'est quelque chose... Ça vous a donné une forme de sécurité. Là, dans ce contexte sanitaire précis où il faut limiter les contacts? Tout à fait. Ça donne une sécurité pour nous, mais une sécurité aussi pour les autres patients. Ça évite les salles d'attente, ça évite avec beaucoup de monde. Donc non, c'est quelque chose qui a répondu à un besoin à un moment donné. Bon, maintenant après, on a d'autres créneaux, comme même la psychiatrie. On arrive à parler beaucoup plus et on fait parfois mieux les choses qu'en présentiel. Parce que ça désinhibe l'écran, Madame Féliot, il y a cet effet-là? On se sent autorisé à dire plus de choses ou à faire plus de choses avec un écran interposé? Alors, tout dépend. Je pense que dans le cadre d'un entretien médical, avec le secret médical, c'est un autre contexte qu'un contexte de travail où la désinhibition peut être là lorsqu'on écrit un mail sur le coup de l'émotion, avec peut-être déjà des difficultés collectives et managériales en place. En l'occurrence, quand on est en visio, on essaye de mimer le réel et ça ne fonctionne pas. On est plutôt dans un modèle d'interaction où il n'y a pas vraiment de débat, où on échange des informations. Voilà, donc je dirais qu'en tout cas, à distance, on n'est pas désinhibé face à l'écran. En l'occurrence, dans le cadre d'un télétravail prolongé, confiné, non anticipé, comme on l'a vécu lors notamment du premier confinement, eh bien, toutes les relations déjà dégradées, interpersonnelles dans l'entreprise, vont être encore plus intensifiées, encore plus dégradées pendant cette période-là. Vous avez un exemple, Monsieur Boutin? Oui. On a eu fort récemment une expérience un peu douloureuse, c'est pas moi qui l'ai eu bien sûr, d'un médecin femme qui a subi une agression sexuelle par visio, par téléconsultation. C'est une expérience nouvelle, mais qui effectivement nous a laissé un petit peu songeurs et perplexes par rapport à ce genre de choses. Bon, c'est une expérience comme une autre. Est-ce que tous les domaines de notre société, de notre vie, sont digitalisables, Monsieur Pasquier? Je le disais un petit peu tout à l'heure déjà, c'est-à-dire que je pense que oui,
Tout dépend du comment, en fait. Oui, aujourd'hui, on a pu L'objectif. voir dans certains secteurs d'activité, des fois, une start-up qui remettait en cause toutes les règles d'un domaine. C'était dernièrement avec les taxis. Mais aujourd'hui, tous les secteurs d'activité doivent penser à bouger leur modèle en intégrant ces nouvelles technologies. Voilà, c'est une réflexion qu'il faut avoir si on ne veut pas être bousculé par des nouveaux entrants sur le marché. Alors, il y a les visites immobilières, par exemple, qui sont faites virtuelles. Oui, notamment, ouais. Ça fait partie de ces exemples-là. Il y a beaucoup de professions qui procèdent à leur mutation, la comptabilité, pour ce qui est des métiers traditionnels. Et puis là, on a vu dernièrement tout s'accélérer. Les commerces, notamment, qui sont pas mal impactés quand même par ces changements. Avant, il fallait être le meilleur dans sa rue. Maintenant, on fait face à toute une concurrence nationale voire internationale. Donc, il faut proposer un parcours aux clients qui les amène jusqu'à la boutique. Mais c'est pas pour autant que la boutique en elle-même, il faut arrêter. Ça fait partie d'un mixte entre un peu de numérique pour communiquer avec les clients, pour leur faire connaître des choses. Et puis les boutiques, ça a quand même un bel avenir. Aujourd'hui, les géants du web ont aussi en tête de créer des boutiques pour revenir aussi aux interactions qui restent essentielles, quel que soit le métier. Alors, quelles étaient les demandes précisément des commerces? On a beaucoup vu, tout le monde voulait sa vitrine en ligne et finalement, c'était rien que des annuaires. Alors, il ne faut pas avoir une approche où c'est juste un site ou une page Facebook et puis j'ai fait ma part du boulot. C'est vraiment, on le disait tout à l'heure, une réflexion, une culture globale qui part de l'approvisionnement jusqu'à la relation client. Alors les demandes, beaucoup de demandes effectivement sur les sites ou comment marchent les réseaux sociaux, lequel va être le mieux adapté. Il peut y avoir des besoins aussi autour des bases de données clients. Savoir faire vivre une base de données, c'est vraiment quelque chose d'important. Une fois qu'on a une clientèle, il faut la fidéliser, lui proposer des choses, il faut personnaliser les services au maximum. Et puis, quand on parle de base de données, il y a des réglementations à respecter. Ça ne s'improvise pas, il y a tout un tas de connaissances à acquérir. Ça va même jusqu'à la photo pour mettre en valeur les produits qu'on va vendre. Donc ça ne s'improvise pas, il y a tout un tas de connaissances. Il faut se faire accompagner, il faut se former un petit peu. Et après, c'est accessible au plus grand nombre. Alors, quelle viabilité économique pour ces modèles? Je pense là, par exemple, à Pascal Obispo dans le secteur culturel qui lance une appli payante qui a 6 € par mois et qui là, remet tous ses contenus uniquement là-dessus. Monsieur Lungheretti, comment est-ce qu'on peut monétiser cela quand on n'a plus d'entrée payante à son musée? Comment est-ce qu'on fait? Effectivement, je pense que les outils numériques, le numérique offre des possibilités de commercialisation de contenu un peu qui là encore peuvent être plus élaborés que ce qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux, peuvent proposer des expériences, j'allais dire des expériences de visite, mais en tout cas des expériences de connaissances, des expériences de transmission, comme c'est un peu ce qu'on a essayé de faire sur le MOOC BD avec la Fondation Orange. Alors le MOOC, dites-nous en un mot, c'est quoi? C'est un cours à distance, c'est ça? C'est quoi? Un atelier? Un cours à distance qui présente l'histoire, les codes, les grandes figures de la bande dessinée et qui a connu un succès considérable, enfin qui connaît puisqu'il sera dans sa version animée visible jusqu'à la fin du mois de janvier. Et c'est dans cette direction-là que nous souhaitons également nous diriger en concevant des propositions en ligne qui soient à la fois didactiques, qui soient à la fois qui permettent cette cohérence avec nos valeurs, vers l'ouverture, vers la découverte, puisqu'il y a aussi une difficulté c'est un peu la face un peu sombre du numérique, c'est que les algorithmes des réseaux sociaux, on le sait, ont tendance à nous enfermer dans une espèce de bulle informationnelle et de ce qui nous est déjà familier. Et pour susciter une espèce de réflexe pavlovien d'impulsion commerciale vers ce qu'on connaît déjà,
Or, nous, notre objectif en tant qu'institution culturelle publique, c'est précisément le contraire. C'est précisément susciter l'ouverture la plus forte possible des internautes, de nos visiteurs qui viennent nous voir dans l'espace physique et de pouvoir accompagner ce mouvement vers l'ouverture, vers la curiosité, vers la découverte, qui nous semble être une valeur cardinale de l'art et de la culture, nous permet de nous confronter à des visions d'artistes, des visions d'auteurs. Donc ça, c'est un point majeur dans notre réflexion sur les outils numériques, les propositions numériques qu'on va pouvoir mettre en œuvre dans un avenir, je l'espère, le plus proche possible. Monsieur Pasquier, qu'est-ce qui bloque aujourd'hui la transformation numérique? C'est le prix. Qu'est-ce qui bloque pour vous? Alors, le prix, alors déjà, on peut faire la démarche de cette transformation à tous les prix. On peut commencer avec juste avec Internet et puis se faire une stratégie extrêmement coûteuse. Mais c'est pas que ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on remarque que plus de la moitié des personnes qui s'engagent pas dans cette démarche le font parce que, enfin, le font pas pour plusieurs raisons. Ça peut être le manque de compétences. Le manque de compétences, on ne sait pas où on met les pieds, on ne sait pas comment ça se passe, mais c'est pas tout. Il y a aussi un phénomène qui est la résistance au changement. C'est-à-dire que moi, j'ai mon activité, elle est comme ça a toujours marché, et il y a ce petit jeu de résistance qui fait qu'on ne franchit pas le pas. Et puis un autre aussi argument, ça va être le manque de volonté. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils n'ont pas envie de s'embêter à changer, à apprendre. Donc c'est un petit peu ça qu'il faut, quand on parlait de culture, qu'il faut interroger, quoi. Madame Féliot, dans ce que vous racontez, les salariés, il y a cette notion-là qui ressort, la peur, la confiance, je ne vais pas y arriver, je ne sais pas comment ça marche. Oui, bien sûr, avec ce que vous évoquiez en termes de fracture numérique, soit on ne dispose pas du bon débit, soit de l'ordinateur qui n'est pas fonctionnel pour mener à bien son activité de travail, soit parce qu'on n'a pas les compétences, on n'a pas forcément envie, avec une certaine notion de technostress aussi. Donc il y a un manque de formation pour un certain public aussi qui en aurait fortement besoin et qui a pu se sentir aussi mis à l'écart. Donc là, dans ce cadre-là, les CHSCT ou les comités du personnel ont pu aussi beaucoup soutenir ces travailleurs en leur apportant de l'aide à distance, notamment. Mais c'est vrai que c'est une question très importante à soulever. Et d'un autre côté, les personnes hyper connectées, hyper équipées, vont être plutôt dans un phénomène de sentiment d'hyperconnexion et de culpabilisation lorsqu'ils ne sont pas connectés au réseau de l'entreprise, parce qu'ils s'inscrivent d'un coup dans un hyper-temps où c'est le temps numérique qui va guider leur quotidien, et le temps numérique n'a pas de finitude en l'occurrence, puisqu'il est évanescent et il continue. Monsieur Pasquier, oui, je rajouterais que sur cette histoire de coût, on a quand même la chance d'être pas mal accompagné par le secteur public, des aides de l'État, de la région, et puis j'oublie peut-être, il y a quand même pas mal de subventions. Faut les connaître. Ouais. Alors on parlait de formation il y a quelques instants, tout devient virtuel, y compris les salons d'orientation. Ce sera le cas ce week-end à Poitiers, et c'était le cas le week-end dernier à La Rochelle. Nous avions suivi les préparatifs, regardez. Chaque année, le salon Passerelle attire les foules. 13 000 jeunes viennent à Lancon s'informer sur leur orientation, rencontrer les écoles, découvrir des débouchés. Mais ce matin, Lancon restait désespérément vide. Pas un stand, pas un visiteur. L'édition 2021 est purement numérique. Dans la salle de conférence, on prépare les futurs débats virtuels. Pour cause de Covid, Passerelle a dû se réinventer mode d'emploi. Il va sur le site Passerelle et il clique sur le lien pour pouvoir accéder à la plateforme qui a du coup toute l'identité de Passerelle. Lui, il ne se rendra pas compte que c'est une plateforme spécifique et il va consulter les exposants. Il peut faire des recherches par filtre, par secteur, par nom et demander des rendez-vous, se connecter sur les lives pour les tables rondes. C'est donc derrière leur ordinateur que les écoles et leurs professeurs ont rendez-vous avec les élèves. Aujourd'hui, peu de visioconférences, mais des chats. Les enseignants doivent s'adapter. Autant un lycéen peut rester 1 heure sur un salon, prendre le temps d'échanger avec nous, autant sur Internet, on sait que le moment où le lycéen va rester sur le site sera plus court. Donc on doit se montrer plus réactif, et c'est notre force en même temps à l'IUT. Les jeunes disposent d'une batterie d'outils pour trouver leur voie. Ce qui risque de manquer dans ce contexte, c'est un peu de contact, de chaleur. Je crois que fondamentalement l'information c'est pas le problème, puisqu'elle est largement disponible
sur le web, via les centres de documentation. Mais par contre, ce qui est important, c'est les relations humaines, c'est-à-dire pouvoir poser une question sur son projet, ses envies. Malgré une débauche technologique louable, on a hâte de retrouver une édition passerelle habituelle avec ses jeunes et son folklore. On touche peut-être un peu les limites, là, la communication humaine face à face est absente. On voit bien à quel point elle manque aux étudiants notamment. Pourquoi est-ce que voir les visages, c'est si important, Madame Féliot ? C'est très important parce qu'il s'agit tout simplement d'une interaction humaine et que le digital ne vient pas remplacer cette interaction-là, cette interactivité, ce mode conversationnel qui est humain avant tout. Il y a plein de choses que l'on ne peut pas reproduire à distance, même si ce sont des outils, on a des outils à disposition qui nous permettent de pallier cette distanciation physique et sociale. Très bien, mais cela ne va pas remplacer le contact humain. Ça ne va pas remplacer aussi l'engagement émotionnel et affectif que l'on peut avoir vis-à-vis de quelqu'un, notamment lorsqu'on est dans un processus, dans une posture d'accompagnement. Là, on parle en l'occurrence de jeunes. Donc, les modalités de motivation, d'engagement ne passent pas du tout de la même manière. On peut se sentir aussi plutôt anonyme ou presque invisible derrière un écran. Donc l'accompagnement est plus délicat. Cela peut être efficace de manière sporadique, mais quelque chose qui tienne sur le long terme, non, ça ne tient pas. Il faut reconstruire en fait une relation humaine et cela passe bien souvent plutôt par du présentiel. Il y a la souffrance des étudiants, mais il y a aussi celle des professeurs qui se sont retrouvés un peu catapultés là-dedans, pas forcément avec une connaissance extrême des outils. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit là aussi, Madame Féliot ? Oui, exactement. Donc, les professeurs, donc les enseignants de collège, de lycée et professeurs d'université ont été ont dû répondre à une injonction de continuité pédagogique directement à la mi-mars, alors qu'ils ne possédaient pas forcément les outils qui allaient avec, alors que dans l'enseignement de lycée, de collège et universitaire, les cours en ligne, le téléenseignement n'était pas du tout pratiqué, ils n'étaient pas formés à ça, donc ils ont dû vraiment encore une fois des travailleurs qui ont dû faire preuve d'autodiscipline. C'est vraiment toute la valeur de leur métier d'enseignant qui a dû être mis à l'épreuve pour continuer donc à accompagner leurs étudiants, accompagner leurs élèves, aussi les soutenir parce qu'il y avait donc cette crainte du décrochage en lien avec l'isolement, en lien avec bien sûr le niveau scolaire, mais aussi toutes les difficultés techniques que cela a pu causer. Donc quelque part, le téléenseignement contraint de ces périodes de confinement ont montré en fait que les enseignants avaient un grand besoin de collectif et d'inscription du digital qui fasse sens dans le cadre de leur travail. Et pas juste une juxtaposition d'outils, parce qu'il y a ce risque-là. C'est ce qu'on appelle l'effet millefeuille, c'est-à-dire que pour répondre à une problématique, on va équiper en dispositifs, en nouvelles applications toujours plus innovantes les travailleurs, en se disant qu'ils seront plus efficaces et autonomes avec ça. Mais si la composition de ces différentes applications et outils ne viennent pas faire sens dans le cadre du travail, c'est au travailleur, empreint de toute sa subjectivité, qui va devoir se dépatouiller, refaire du sens entre tout ça, alors même que toutes les compétences qu'il aura mobilisées pour continuer à faire travail autant que faire se peut ne vont pas être reconnues par l'organisation, le collectif ou l'institution. Les outils ne font pas tout. C'est quoi le secret alors, Monsieur Pasquier, pour une transformation numérique réussie? J'avais envie, si vous me permettez, juste avant de rebondir sur l'enseignement, parce que vous l'abordiez, il y a un enjeu très fort aussi. Hein, c'est un domaine d'activité qui aussi évolue. Au niveau du SPN, on accompagne pour la région Nouvelle-Aquitaine une filière qui s'appelle la EdTech. Donc c'est l'éducation qui passe par le numérique. Les usages sont en train d'évoluer énormément. Donc on a la chance sur Poitiers d'être un peu la capitale de cette dynamique EdTech. Et pour vous donner quelques chiffres, parce qu'on se dit c'est virtuel, mais c'est très concret, c'est aujourd'hui 33 startups qu'on a accompagnées dans leur accélération, en tout cas dans leur première démarche, une centaine d'emplois de créés et près de 5 millions d'euros qui ont été levés par ces entreprises localement. Et ce sont des vraies applications qui sont proposées donc, dans le domaine de l'enseignement. Et je voulais revenir sur une anecdote de solidarité qui s'est montrée pendant cette crise. Une des startups de la région qui s'appelle Magic Educ a mis à disposition des classes de la Vienne, mais pas seulement, je crois, dans d'autres départements, leur outil d'apprentissage de la lecture.
Donc là, on est vraiment dans quelque chose de très positif et de très concret qui se déroule actuellement. Et puis, il y a eu aussi toutes ces petites pastilles envoyées par notamment les profs de l'université de Poitiers Lettres Langues pour leurs étudiants, pour les encourager à tenir bon. Monsieur Lungheretti, vous proposez des cours à distance et vous avez beaucoup de public, il n'y a pas de décrocheurs. C'est quoi la différence? C'est la motivation. Là, ce sont des gens qui viennent vous voir. Oui, et je reste très prudent et je reviens toujours sur ce sujet qui est central dans la problématique du numérique, qui est celui des risques d'inégalité. Ce que nous ne souhaitons pas, en tout cas ce que nous nous efforçons de faire, c'est d'essayer de toucher en priorité des publics que nous ne touchons pas physiquement, c'est-à-dire des publics que nous n'arrivons pas à attirer, d'où TikTok, d'où cette volonté de s'adresser aux jeunes par le réseau TikTok, mais avec une finalité qui est de les attirer dans nos espaces, une fois qu'ils seront rouverts, je l'espère dans pas trop longtemps, de manière à ce que le tout numérique ne se substitue pas à l'expérience qu'on peut vivre quand on visite un musée, quand on va dans une salle de cinéma, puisqu'on a 2 écrans à la Cité, quand on va dans une bibliothèque, quand on fait une expérience de lecture, par exemple dans une bibliothèque, ou quand on a une rencontre avec des auteurs dans un lieu physique, il ne se passe pas les mêmes choses. Et d'ailleurs, il y a un élément que je trouve très important, c'est celui de la concentration. Quand on va dans un musée, quand on va dans une salle de spectacle, quand on va dans un cinéma, on a des conditions qui sont optimales et réunies pour qu'on ait une concentration qui soit la plus profonde possible, la plus forte, et qui nous permette vraiment de nous confronter, de nous immerger avec une œuvre, avec une vision d'artiste. Et je crois que cet élément-là, il est vraiment unique dans l'expérience physique. Quand on est face à son écran, on a des sollicitations qui peuvent venir de l'écran lui-même, et Dieu sait qu'elles sont nombreuses. On a d'autres sollicitations parce qu'on est dans un univers domestique, on est chez soi, dans son appartement, donc on peut avoir aussi des tentations qui peuvent venir de canaux très multiples. Or, les institutions culturelles, dans leur dimension physique, sont très importantes pour cette concentration et cette immersion face à une œuvre qui me semble absolument capitale dans l'expérience et dans la vie culturelle de chacun d'entre nous. On arrive dans les 5 dernières minutes de cette émission. Alors, je vais vous demander à chacun, depuis votre spécialité, quel conseil est-ce que vous donneriez pour faire du virtuel une chance et pas une souffrance, Monsieur Boutin? Moi, je suis assez stupéfait du fait que c'est un outil qui est extrêmement bon sur le up-down. On peut faire passer un certain nombre de messages, mais on ne peut pas négocier. Moi, je ne sais pas négocier sur une conférence Zoom. Et on a eu j'ai fait énormément de congrès où, dans le congrès, c'était pas la présentation qui était la plus importante, c'était tout ce qui se déroulait autour en off, au niveau des couloirs, au niveau du relationnel que l'on pouvait avoir. Donc, le secret, moi, ce qui m'étonne, c'est que paradoxalement, cet outil qui devrait être fait pour être extrêmement souple et extrêmement généreux, se retrouve contraint dans un cadre rigide avec pratiquement uniquement du up-down. Il manque la collégialité pour vous. Il manque la collégialité, il faut retrouver, à mon avis, il faut laisser l'outil dans ce qu'il sait faire et dans ce qu'il sait faire le mieux et retrouver de la convivialité pour le reste, je pense. Madame Féliot, votre avis? Pour que ça soit une chance. Pour que ce soit une chance, je dirais qu'il manque vraiment une forme de régulation sociale des usages du numérique, donc pas spécialement une prescription de la part des entreprises sur ce qui est acceptable de faire ou de ne pas faire, mais une véritable discussion dans les équipes constructive pour savoir ce qui est acceptable ou non en termes de joignabilité, en termes de modalités de coordination. Donc le télétravail ne se décrète pas, il faut réellement l'accompagner pour soigner le télétravailleur, puisque donc, ce sont des outils qui amènent énormément d'appropriation, énormément d'autonomie, de subjectivité, mais tout ne peut pas reposer seulement sur le télétravailleur lui-même. Il faut aussi que l'employeur, que l'organisation du travail repense les outils numériques et en quoi ils viennent jouer un rôle important dans la construction du sens des activités de travail au quotidien. Et le droit à la déconnexion, j'ai bien senti que vous parliez un peu de ça. Monsieur Pasquet. Alors moi, je vais prendre la posture pour une entreprise. Qu'est-ce qu'elle peut retirer du numérique? Déjà, avoir une stratégie adaptée à sa particularité.
à son cas spécifique, c'est-à-dire ne pas reproduire parce qu'un tel a fait ça, refaire ça. C'est-à-dire qu'il faut essayer de regarder quels sont les usages de mes clients, de mon secteur d'activité, puis d'adapter tout ça. Et puis de mixer du numérique et du physique. C'est-à-dire qu'on soit un commerce ou une entreprise d'ailleurs. Ceux qui ont basculé en tout télétravail, ils ont été contents un petit peu au début, mais ça voit les limites maintenant. On voit les limites, donc il faut mixer et trouver le bon équilibre. Monsieur Lungheretti, la clé c'est l'ouverture. Comme je l'ai évoqué, je crois que le numérique propose des potentialités considérables pour les institutions culturelles et pour la politique culturelle. Néanmoins, je crois qu'il faut qu'on propose des alternatives très structurées à l'envahissement des GAFA qui existent. Je crois qu'il faut en prendre acte. Mais je pense qu'une de nos forces... Les GAFA, les grands géants américains. Voilà, dans la politique culturelle française, c'est précisément notre réseau territorial, ce maillage incomparable de musées, de théâtres, de salles de spectacle, de salles de concert, qu'il faut réinvestir et sur lequel il faut donner un accompagnement numérique de manière à susciter l'ouverture dont je parlais tout à l'heure et à pouvoir mobiliser le maximum de nos concitoyens vers ces institutions culturelles, parce que je pense qu'en France, on a une armature nationale et territoriale absolument incomparable et l'outil numérique doit être un accompagnement pour nous permettre de retrouver le chemin quand on sera sorti de la crise sanitaire dans cette espèce de richesse absolument inestimable. Merci beaucoup, une excellente conclusion. Je rappelle que le Festival international de la bande dessinée est prévu pour la fin du mois à Angoulême et la réouverture des musées, on l'espère, pour très bientôt. Cette émission est disponible en replay, bien sûr, sur notre site internet à la page Disputandoum. Moi, je vous dis à très bientôt. Le prochain débat, c'est la semaine prochaine, ici, même heure. Prenez soin de vous d'ici là.